au point avant, les messieurs. Jacques Tanguay va introduire le point de presse d'aujourd'hui. Il va faire son bilan, lui. Ensuite, Patrick Roy va prendre la parole et ils seront disponibles tous les deux pour les questions. Peut-être laisser vos micros sur mute en attendant ou en tout cas vous assurer qu'il n'y a pas de bruit là, autour de vous autres en attendant. Merci. Tu veux que je commence, Nicole? S'il vous plaît. Bienvenue à tous. Comme vous savez, j'aimerais beaucoup plus vous recevoir au Centre Vidéotron aujourd'hui en présentiel, qu'on puisse assister ensemble à cette conférence de presse. Pour commencer, on sait tous, on est passionnés par ce qu'on fait et la saison finit toujours trop tôt. Par contre, cette année, tout ce que je peux faire, c'est applaudir mon organisation, Patrick, ses adjoints, tout le personnel hockey des Remparts de Québec pour avoir fait de cette année une année exceptionnelle en termes de travail, d'intensité, de concentration, d'effort, de sacrifice. Les gars, je suis vraiment fier de vous autres. J'ai été près de Patrick tous les jours au téléphone, sur FaceTime, mais on n'a pas eu l'occasion de se voir souvent. Au début de la saison, complètement. À partir du temps des fêtes, on n'a pas été capable de se revoir en présentiel. On s'est parlé au téléphone, mais j'ai vu de loin tous les efforts, tous les sacrifices qui ont été faits pour permettre à nos jeunes de continuer à progresser dans une année où la majorité des joueurs de hockey au Canada ou aux États-Unis n'ont pratiquement pas joué. Au Canada, on a été privilégiés parce que Gilles Courteau, l'organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, n'a jamais abandonné depuis le mois de mars l'an passé pour arriver à nous permettre de jouer une saison qui, malgré le fait qu'elle a été raccourcie, a été exceptionnelle par rapport à nos attentes, puis par rapport aux attentes que tous les amateurs de hockey avaient au début de saison. Dans l'Ontario, ça ne s'est pas joué de la saison. Dans l'Ouest, ils ont joué quelques parties, puis pas les playoffs. Puis nous autres, on est partis pour finaliser cette saison-là jusqu'au bout. Fait que, malgré tous les embûches, les propriétaires de la Ligue, Gilles Courteau, son équipe, nous ont permis de connaître une bonne saison. Puis mon personnel hockey a permis à nos jeunes là, de connaître une saison remplie de succès, je vous dirais également, surtout de s'être upgradé durant la saison, une saison marquée d'amélioration constante pour nos jeunes. Pas de cachette, il y a 2 ans, on a décidé de refaire l'organisation avec des jeunes talents, de rebâtir une équipe pour laquelle on serait fiers pour les prochaines années. On a toujours été fiers, mais encore plus fiers, puis pour lesquels on pourrait atteindre des hauts niveaux dans les prochaines années. Puis c'est exactement ça qu'on a fait cette année. On n'a jamais changé notre fusil d'épaule. Patrick a maintenu la ligne droite, il a continué à investir sur ces jeunes, leur donner du temps de glace, les faire pratiquer, les amener à un autre niveau. Puis je suis excessivement fier de la façon que la saison s'est terminée. On a perdu en 3 games contre Chicoutimi, mais contre une équipe beaucoup plus vieille que nous autres, plus aguerrie que nous autres, avec des joueurs qui vont tomber au niveau professionnel dans la prochaine année. Fait qu'on s'est fait battre par une meilleure équipe, mais malgré tout ça, on a compétitionné jusqu'à la fin. Quelques remerciements, les gars. On a assisté à une saison, j'espère qu'on ne revivra jamais de notre vie. Une saison où on a joué avec des estrades vides. Une saison où, par contre, je dois remercier chacun de vous tous qui est ici présent aujourd'hui, les journalistes. C'est vous autres qui avez permis de maintenir un lien entre les milliers de partisans des Remparts de Québec et l'équipe de hockey des Remparts. Si on ne vous aurait pas eu, on n'aurait pas entendu parler des Remparts du tout de l'année et on serait tombé dans l'oubli. Puis la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui serait tombée dans l'oubli également. Vous avez fait, malgré les inconvénients qu'il y avait autour de votre travail, vous avez fait un travail remarquable. Et je voudrais en profiter, je ne le remercie pas souvent, mais de remercier Rénal Cloutier également, qui a joué un rôle essentiel cette année parce que ça a été la voix des Remparts durant toute la saison, du début à la fin. Et c'est celui qui a permis à tous les moments d'un match à notre public là, de se sentir présent puis de se sentir excité par la présentation de nos matchs à la radio, puis sur le web également. Merci beaucoup, Rénal. Mais merci à tous les journalistes qui ont fait un effort remarquable cette année pour encadrer les Remparts de Québec.
Pour terminer, moi, je m'attends l'an prochain à une saison enlevante avec le retour des partisans dans l'amphithéâtre. On a commencé il y a 2 semaines notre campagne de billets de saison. C'est vraiment wow, là. Le téléphone sonne sans arrêt. Même après la défaite devant hier, ça n'a pas cessé de sonner. Les gens ont hâte de voir les remparts, de revenir aux remparts. Ils ont vu quelle sorte d'équipe que Patrick a bâtie cette année. Il a vu les jeunes, je ne les nommerai pas tous, mais ils sont tellement bons. On va tellement être fiers d'eux autres. Quand j'imagine un jeune homme comme Nathan Gauthier, un seul, là, même pas éligible au draft cette année, c'est wow de la façon qu'il a progressé depuis 2 ans. C'est ça pour plusieurs de nos joueurs. Fait que moi aussi, je suis excité de revenir au centre Vidéotron, de resuivre mon équipe comme je l'ai fait dans les dernières décennies et surtout de permettre aux partisans de revenir. C'est le temps. On a été 1 an et demi sans hockey, sans pouvoir y assister. Là, les partisans, je suis certain qu'on va revenir au mois de septembre avec du présentiel au centre Vidéotron. Comment est-ce qu'on va être capable d'accueillir de monde? Je ne le sais pas encore, mais c'est le temps aujourd'hui de réserver vos places parce qu'on va avoir une saison l'an prochain extraordinaire. Et avant que je me fasse poser la question, c'est oui, aussitôt que la Ligue va déposer son cahier de charge pour l'obtention de la Coupe Memorial 2022, on a l'intention d'apporter notre candidature, puis on a l'intention de faire tous les efforts qu'on est capable de faire. Puis vous savez qu'on a une organisation qui l'a déjà reçu 2 fois. On a une organisation qui a reçu une multitude d'activités de haut niveau dans la Ville de Québec. On va être appuyé par la Ville, on va être appuyé par le Comité des grands événements, on va être appuyé par le gouvernement. Puis certainement qu'on va vouloir que 2022 à Québec, au mois de juin, ça va commencer le 2 juin jusqu'au 12 juin. On pense que c'est la place où on va devoir se faire la relance de la Coupe Memorial en 2022. Ça fait 2 ans qu'elle ne joue pas. Ça va être extraordinaire pour nous autres de pouvoir la recevoir en 2022. Je ne veux pas m'avancer, mais on va faire tous les efforts au monde pour l'obtenir. On va avoir de la compétition, il y a d'autres villes qui vont être intéressées, mais on va se préparer de la meilleure façon possible pour accueillir chez nous au mois de juin prochain la Coupe Memorial. Je voudrais laisser la parole à Patrick. Puis Patrick, pendant que j'étais encore là devant tout le monde, merci beaucoup. Tu nous as fait progresser cette équipe-là encore une fois. Surtout, moi, je sais quel sacrifice que tu as fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Merci pour tout. Un plaisir, partner. De mon côté, c'est sûr que je veux féliciter la Ligue. Ça a été là, à partir du moment où la décision a été prise au mois d'août de commencer la saison. La logistique avec la COVID, ça a été là, du début jusqu'à la fin. Une mission là, énorme pour tous les membres de notre organisation, mais aussi pour la Ligue. Malgré les embûches, malgré les moments plus difficiles, la Ligue, je pense, a trouvé une manière dans l'inconnu, de peser sur les bons boutons puis de permettre à nos joueurs de jouer. Je pense que c'était important que nos joueurs puissent jouer, puissent évoluer dans l'inconnu, malheureusement, de la COVID. Puis, je pense que c'est mission de notre côté, c'est mission accomplie. C'est tout à l'honneur de la Ligue, mais aussi des propriétaires de la Ligue, de chacune des équipes qui ont permis aux jeunes de jouer. Puis moi, je tiens à remercier Jacques de son support, mais aussi Martin Tremblay et Québécois là, qui ont permis à nos jeunes d'évoluer puis de pouvoir continuer leur développement de la saison. Écoute, c'est sûr qu'il faut que je remercie mon coaching staff puis tous les membres de l'organisation parce qu'il y a eu beaucoup, comme Jacques mentionnait tout à l'heure, il y a eu énormément de sacrifices qui ont été faits par chacun des membres de notre groupe. Il y en a plusieurs qui ont des enfants, des jeunes enfants, puis de s'en aller dans des bulles, puis de laisser leur famille, puis de venir dans leur passion, de travailler dans leur passion, puis de se focusser malgré tout ça. Chapeau à notre coaching staff, puis à tous les membres de notre organisation. Aussi aux joueurs. Écoute, on a fait... on a rencontré les joueurs hier, on a fait toutes nos réunions de fin de saison, puis tous les joueurs sans exception ont dit à quel point c'était une année là, d'arrêter, recommencer, arrêter, recommencer. Alors, chapeau à nos joueurs là, de s'être attachés, puis de rester motivés, puis de continuer à nous faire confiance comme groupe d'entraîneurs, puis de continuer à vouloir se développer
C'était quand même une mission là, peu ordinaire, puis très, très complexe dans plusieurs des situations. Puis nos joueurs ont toujours bien répondu. De nos côtés, je suis sur le plan hockey extrêmement fier de nos joueurs. Écoute, c'était là une année où ce que nos joueurs se sont très, très bien développés. À partir du moment où, lorsque j'avais une bonne discussion avec Jacques, à partir du moment où on avait décidé de rebâtir l'équipe, comme Jacques a mentionné tout à l'heure, il y a 2 ans, le plan, c'était de faire confiance à ces joueurs-là. Puis, évidemment, ne pas avoir de spectateurs dans les gradins, puis de ne pas avoir les gens, c'était une année unique dans le sens que ça nous permettait de développer nos joueurs, puis de continuer à travailler à l'intérieur du processus qu'on avait tout simplement entamé et de continuer à essayer de bâtir une équipe pour justement exciter encore plus nos gens à partir de l'année prochaine, au moment où les gens vont pouvoir venir à l'aréna. Alors, on avait continuellement, comme organisation, une pensée envers nos partisans qu'on aime beaucoup, puis qu'on a énormément hâte de voir, puis qu'on veut faire triper les gens, puis on espère que le groupe de jeunes qui est en place, qui a progressé cette année, va justement permettre à ces gens-là, quand ils vont venir au centre Vidéotron, après quasiment 1 an et des quelques mois là, de séries numéro manquées l'année passée, etc., vont pouvoir voir à quel point on a bâti une équipe excitante, intéressante pour eux. Puis quand je regarde au niveau de l'équipe, du début à la fin, là, je veux dire, on a bien progressé. On a des joueurs qui, évidemment, qui se sont mis en évidence. Mais le noyau de joueurs ont été là, bien supportés, bien encadrés. Je pense à des gars comme Thomas Caron, Thomas Sigouin, Hunter Holmes. Ils ont très bien joué leur rôle de 20 ans. Ils ont été vraiment là, des bons mentors pour les jeunes. Quand je parlais avec certains de nos plus jeunes, ont apprécié là, la chimie qui a régné dans l'équipe en fin de saison. Je parlais avec un jeune comme Gabriel Pelcha qui est arrivé là, à la dernière minute. Puis sa plus grande surprise, c'est de voir à quel point il était très bien accepté par le groupe de joueurs, à quel point il s'est senti confortable au sein de l'équipe. Alors, tout ça pour dire là, qu'on est chanceux là, d'avoir pu compter sur de bons vétérans, puis je leur en remercie dans un contexte où il aurait pu être facile pour eux d'être frustrés dans le sens pourquoi on n'achète pas des joueurs, pourquoi on ne fait pas des transactions à Noël, parce qu'on voulait continuer à travailler à l'intérieur du processus, parce qu'on voulait continuer le développement de nos joueurs. Alors, ça fut une saison, en ce qui me concerne, de premier plan, dans le sens que on a pu continuer le développement, mais aussi qu'on a appris beaucoup sur notre équipe pour les années futures. Puis on a vu qu'il y avait des joueurs qui étaient prêts à remplir certains rôles. Il y a d'autres joueurs que, malheureusement pour eux, c'était peut-être là, plus difficile. Mais ça a été là, une période où ça nous a permis de bien évaluer l'équipe et de savoir exactement où on s'en va pour la prochaine saison. En terminant, évidemment, je suis un peu comme Jacques. Là. Merci à vous tous. Vous avez été là, vous avez été des personnes qui ont joué un rôle important pour nous de pouvoir communiquer avec nos partisans, garder nos partisans là, à l'affût de ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, de pouvoir justement permettre aux gens de continuer à connaître l'équipe, et de pouvoir justement permettre à nos partisans là, d'avoir pu rester connectés avec nous. Puis Nicole, merci beaucoup à toi parce que je sais qu'être à distance, c'était loin d'être facile pour toi, mais en même temps, tu as fait un travail tout simplement extraordinaire là, à garder un bon contact entre les médias et nous, puis les pensions, puis etc. Hey, je remercie nos pensions justement parce que, sérieusement, là, ils ont tous accepté de garder nos joueurs dans un climat où il y avait beaucoup d'incertitudes. Puis les pensions ont été tout simplement là, extraordinaires. La communication était constante. Puis le fait là, d'avoir eux de notre côté a été là, un ajout extrêmement important pour nos joueurs dans une période où nos joueurs étaient quand même là, isolés plus souvent qu'autrement. Alors, de pouvoir compter sur des familles, de les garder là, motivés, puis de leur permettre de continuer à vivre au jour le jour là, un quotidien qui était peut-être pas facile pour personne dans la société en général. Donc, merci à tous.
Alors, merci. Si vous voulez y aller avec les questions en tour de rôle, là, vous pouvez y aller. Patrick, tu dis que tu as appris beaucoup sur ton équipe. Qu'est-ce que tu as appris le plus en prévision de ce qui va se passer l'an prochain? Ben, écoute, ce que j'ai appris, là, c'est qu'on a vraiment des bons jeunes. J'ai adoré là, le développement là, des Nas, des Truchon, des Gaucher, des Malatesta, des Mariella. J'ai adoré la saison d'un gars comme Rochette. Alors là, j'ai quand je m'en vais à nommer des noms, mais je suis obligé de te dire, la progression de nos jeunes a été là, vraiment une belle progression. Puis ceux qui avaient 18 ans, qui s'en vont sur 19 ans, eux aussi ont bien progressé. Alors, ce que j'ai aimé là aussi, c'est la ténacité de notre groupe. Il aurait été facile pour n'importe quel joueur de dire, regarde, moi, là, c'est une année trop compliquée, je prends mes affaires, je m'en vais. Alors, la passion que les joueurs ont, ça a été pour moi là, un élément qui m'a permis de voir à quel point nos joueurs ont le logo à cœur puis ils aiment leur sport. Patrick, la dernière fois que les Remparts ont eu la Coupe Memorial, dont on parle en fonction que vous allez l'avoir en 2022, les années d'après ont été très difficiles, là, puis vous commencez à vous en sortir. Là. Mais là, avec le noyau que vous avez, est-ce qu'on peut s'attendre à est-ce que ton plan, c'est d'y aller sur des années de compétition pour l'an prochain et dans 2 ans, donc pas nécessairement de tout vider ce que vous avez cette année pour y aller strictement en 2022? Absolument. Absolument. Écoute, on a... tu sais, quand tu as Rochette au centre numéro 1, puis tu as Gaucher numéro 2, ou rappelle Rochette numéro 2, puis Gaucher numéro 1, là, quand tu comptes sur 2 centres de cette qualité-là, avec des ailiers comme on a, puis à l'âge que le groupe a, oui, il est facile de penser qu'on peut. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a beaucoup de choix. On a 2 choix de première ronde, on a 2 choix en deuxième ronde, on a tous nos choix par la suite. L'année suivante, on a tous nos choix. La 3e année, on a un choix de première ronde, deuxième ronde, 3 choix de troisième ronde, 2 choix de quatrième ronde, jusqu'en montant. Alors, on est équipé, là, je veux dire, pour pouvoir ne pas, justement, affecter le futur de l'organisation, puis d'être capable, pour le présent et peut-être l'année suivante, de bâtir. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit hier, lorsqu'on jasait. Le choix de Rimouski, le premier choix, le choix de la première ronde, qui est le 4e au total, malheureusement, si on a une déception dans notre saison, c'est de ne pas avoir remporté le boulier, mais ça, les chances n'étaient peut-être pas nécessairement de notre côté, mais il en demeure pas moins que si on échange ce choix-là, c'est parce qu'on va aller chercher des éléments qui vont jouer sur 2 ans et qui vont permettre à l'équipe de pouvoir progresser pendant ces 2 saisons-là et non pas sur un joueur emprunté sur une seule et unique saison. Côté, tu as parlé beaucoup de Thomas Sigouin qui a fait un excellent travail. C'est un 20 ans, c'est un gars qui a pris beaucoup de place devant le filet cette année. Comment on fait la transition? Est-ce qu'on y va avec le jeune Rousseau ou on essaie de trouver un autre gardien là, pour... ça va en prendre un deuxième de toute façon, mais je veux dire... On a déjà une transaction qui est faite. Malheureusement, on ne peut pas l'annoncer. Okay. Pour un gardien de but? Okay. Ben, tu m'as posé une question par rapport au gardien de but. Alors, la réponse, c'est pour un gardien de but. Parfait. Concernant tes joueurs européens, est-ce que les 2 reviennent l'an prochain? Et tes 20 ans, est-ce que Pouliot et Montreuil sont dans la cible pour être des 20 ans l'an prochain? Écoute, pour le moment, en ce qui a trait aux joueurs européens, pour répondre à ta première question, Mariella, c'est sûr qu'il va être de retour. On a une décision à prendre avec Apo. On va avoir des bonnes discussions avec le groupe. Les chances qu'il soit de retour sont probablement de 50-50. On en regarde quand même là, par-dessus l'épaule pour voir s'il n'y a pas un plan B qui pourrait être intéressant pour nous à cette position-là. Mais au moment où on se parle, les chances de retour sont de 50%. En ce qui a trait aux joueurs de 20 ans, le camp d'entraînement va déterminer beaucoup, à savoir qu'est-ce qui va se passer pendant les assises. Est-ce qu'on va aller chercher un gardien de but de 20 ans? Est-ce qu'on va rentrer un défenseur de 20 ans? Alors, quels seront les joueurs disponibles pendant la période des transactions qui vont nous permettre à nous, à ce moment-là, de prendre les décisions qu'on aura à prendre? Et on verra rendu là. Mais au moment où on se parle, Montreuil et Pouliot sont du camp d'entraînement. Puis on verra ce qui va se passer par la suite.
Est-ce qu'un joueur parmi ceux que tu as nommés, puis tu disais que tu n'aimes pas ça nommer des noms, là, mais y a-t-il un joueur dans tes jeunes de qui tu as le plus aimé la progression cette année? On ne peut pas passer sous silence Nate Gaucher. C'est incroyable là, la progression de Nate là, depuis qu'il est arrivé à Québec. C'est vraiment là, il joue sur 200 pieds. Écoute, il joue un rôle d'avantage numérique, genre désavantage numérique. À 5 contre 5, il était appelé à l'âge de 17 ans. Puis c'est un late, lui, là, c'est encore ce qui est encore plus épeurant. Il a vraiment là, bien progressé. Je pense à un gars comme Malatesta. Il a continué sur son développement. James a connu vraiment une bonne deuxième moitié de saison. J'ai adoré la progression d'un gars comme Evan Noss. En début, il était comme un peu nerveux. Il a trouvé sa chaise, il a trouvé son confort au niveau de l'équipe. Et en séries éliminatoires, on a vu le vrai Evan Noss. Là. Il a vraiment joué du bon hockey. Mariella a une vision là, tout simplement là, extraordinaire. Là. Le dernier que j'ai vu avoir un hockey sense, là, un sens du jeu plutôt, c'est Kucherov. Bouge la rondelle, voit des choses que personne d'autre voit. Là. C'est un gars avec une vision sur 2 patins. Là. Puis, je regarde un gars comme Charles Truchon, lui aussi a bien progressé. Puis, écoute, on aime énormément nos. Tu sais, quand on a pris c'était pas une décision facile là, pour l'organisation de me faire confiance puis de dire, ben, on fait un pas un peu de reculons, mais l'objectif, c'était vraiment d'essayer de sauter le plus loin possible. Puis je dois avouer là, que avec ces jeunes-là, ça nous permet de penser qu'on peut sauter le plus loin possible. Patrick, on l'a vu dans le passé, les Remparts ont quand même payé pour s'améliorer, notamment avant la Coupe Mémoriale de 2015. Ouais. Puis après ça, ça a été un peu plus difficile de se rebâtir et tout. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette même avenue-là pour essayer d'avoir une bonne... Non? Non, on va. De toute façon, là, je veux dire, vous m'avez vu travailler là, dans le passé, là, puis c'est pas vrai qu'on va, après, si on reçoit la Coupe Mémoriale, puis l'année suivante, c'est pas vrai qu'on va tout faire pour ne pas finir. On va vouloir garder nos partisans allumés, on va vouloir garder nos partisans excités. Oui, c'est le fun de gagner, mais c'est le fun aussi d'être compétitif année après année. Puis le mandat que Jean m'a toujours donné, puis m'a toujours supporté là-dedans, c'est de permettre à notre organisation d'être compétitive année après année. Puis je suis convaincu que avec Martin Tremblay, avec ses moments avec Joël Bouchard, c'était la même philosophie. Alors je pense qu'à la fin, la philosophie se rencontre bien, puis on pense tous pareil, c'est d'être compétitif année après année. Ce qu'on va peut-être sacrifier, puis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être nos choix de première ronde de cette année. Étant donné qu'on a une vingtaine de joueurs qui sont de retour, alors peut-être que cette année, il sera bienvenu de peut-être sacrifier un choix de première ronde ou peut-être les 2 choix de première ronde si les éléments qu'on peut rentrer dans l'équipe deviennent intéressants et peuvent nous aider sur une période de 2 ans. Les joueurs sur une période d'1 an, ça va être difficile pour nous d'aller dans cette avenue-là, à moins que l'on pense que le prix est intéressant puis que ces joueurs-là, surtout avec le choix de première ronde, 4e au total, l'autre choix de première ronde, peut-être qu'on pourrait à ce moment-là prendre un joueur de location avec ce choix-là. On verra comment ça va se passer. Mais je te dirais que le choix, là, le 4e, si on n'a pas le prix qu'on veut pour ce joueur-là, on va repêcher un jeune joueur puis on sait qu'on va ramasser un très, très bon joueur. La question est pour Jacques. Puis Nicole, tu peux mettre Jacques là, full screen. Là. Est-ce qu'on connaît un peu l'échéancier du dépôt de la candidature? Parce que normalement, dans un monde normal, là, déjà, on saurait quelle ville accueillerait la Coupe Memorial 2022. Est-ce que ça va se faire dans les prochaines semaines, l'octroi de cette candidature-là? Là? Écoute, j'ai quelqu'un de ma famille qui est présentement en conférence avec la Ligue canadienne de hockey. Comme tu sais, Alex siège sur le comité de la Ligue canadienne de hockey. Ils sont là tout l'après-midi. Fait que je vais en savoir plus en fin d'après-midi. Mais ce que je sais à l'heure actuelle, que Gilles m'a dit, c'est que le cahier de charge serait prêt pour la fin du mois de mai. Okay? Il y a plusieurs éléments qui sont déjà ancrés. La date de la Coupe Memorial est dit du 2 au 12 juin. Fait que ça serait une période fantastique pour Québec. Les autres détails, je ne les connais pas, mais je ne m'attends pas à quelque chose là, qui va faire changer notre fusil d'épaule. Il y a un enjeu financier qui est important. Ça, je vais me fier sur Martin pour prendre la décision finale, mais
Je sais comment il est excité à pouvoir recevoir ici à Québec la Coupe Memorial. Puis je suis certain également que la Ville de Québec, avec le comité des grands événements, vont être derrière nous autres, parce que ce n'est pas une équipe qui organise la Coupe Memorial. On peut fournir le comité organisateur, mais c'est vraiment une ville qui reçoit la Coupe Memorial. Puis Québec est une ville extraordinaire pour ce type d'activité-là. Puis là, n'oublie pas que c'est la relance en 2022 de ce championnat-là, qui est le plus grand championnat de ce type en Amérique du Nord. Hein? Fait que, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de lieu. On s'en ennuie, puis c'est des milliers de partisans qui vont venir de partout, de l'Ouest, de l'Ontario, des Maritimes, pour venir participer à cette activité au mois de juin. Donc, fin mai, dépôt des candidatures, on peut, j'imagine, en tout cas, t'imagines qu'en juin, on devrait le savoir où ça aura lieu? Là? Non, pas encore. D'après moi, ça ira pas avant le mois de septembre parce que d'expérience, il va y avoir un comité de sélection qui va être formé, qu'on ne connaît pas encore. Maintenant, de ce que je sais, ça va être un comité canadien et non pas un comité formé par la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce que le statut de la Coupe Memorial va changer et évoluer dans les prochaines années. Fait que ça va être jugé par un comité là, qui va venir de partout au Canada. Et je ne sais pas encore quelles sont les villes qui vont être en compétition. Monter un cahier de charge, généralement, c'est une couple de mois. Fait que je m'attends qu'en début de saison, au début du mois de septembre, on soit en mesure de définir qui va être la ville hôtesse de la Coupe Memorial. Est-ce qu'on sait, Jacques, si ça va vraiment être au Québec ou si c'est encore? On sait tout de suite que ça va être dans la Ligue de hockey junior majeur. L'Ouest a été cancellé il y a 2 ans, l'Ontario l'an passé, et on sait, c'est statué cette année que ça va avoir lieu à l'intérieur des cadres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, Patrick, on est conscient que des villes comme Moncton, comme Saint-Jean ont manifesté déjà depuis 1 an le désir. Est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui après la pandémie? Ça, je ne peux pas parler pour les autres. Nous autres, on peut vous confirmer qu'on va être là. Patrick, tantôt, tu as parlé des jeunes. J'aimerais t'entendre un peu sur Evan Nance. Tu en as glissé un mot. Il a très bien fait offensivement. Quel genre de défenseur tu le vois devenir dans les prochaines années, puis peut-être même au prochain niveau? Est-ce que c'est un gars qu'on peut considérer comme un corps arrière à la ligne bleue éventuellement? Absolument. Absolument. Moi, je le vois comme un corps arrière à la ligne bleue. Ce que j'ai surtout aimé, là, c'est que plus la saison avançait, plus il jouait avec confiance. Ce qu'on veut de lui, c'est évidemment, offensivement, c'est un joueur qui a une chaise qui est peut-être plus offensive que défensive. Mais comme j'ai mentionné à Evan, quand il joue nord-sud, c'est de toute beauté à le voir jouer. Puis on essaie d'éliminer ces est-ouest, beaucoup plus nord-sud. Et sur l'aspect défensif, moi, j'ai trouvé qu'il a bien progressé. Il peut encore s'améliorer avec son bâton, meilleur bâton sur la rondelle, s'assurer justement là, du positionnement défensif en zone défensive. Mais c'est un jeune qui, sincèrement, là, dans les séries éliminatoires, a vraiment bien joué. Écoute, là, à 17 ans, là, on lui a donné des soirées de mémoire là, aux alentours de 25 à 27 minutes. Là. C'est pas peu dire. Tu as aussi parlé de James Malatesta, tu as parlé de sa deuxième moitié de saison, qu'en première moitié, ça a été plus difficile à se mettre en marche, puis quelle a été la différence peut-être entre la première et la deuxième? Ben, écoute, ça a été difficile pour tout le monde. Hein? La première moitié, là, commencer, arrêter, on recommence. Écoute, on parle de jeunes de 17 ans, puis peut-être que la barre était très haute pour James en commençant l'année, surtout avec sa saison là, de 16 ans. On dirait qu'on a tendance à être plus exigeant envers un joueur qui a connu une grosse saison. Puis à partir du moment où on accepte que le joueur, c'est un bon joueur, puis qu'on n'essaie pas de créer de faux espoirs ou une mauvaise évaluation, de penser qu'il va être de telle façon. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que James s'est enlevé un peu de pression, s'est mis à jouer du hockey comme il est capable. Puis aussi le fait là, que quand on l'a jumelé là, avec Nathan Gaucher, les deux ont été soir après soir là, des joueurs extrêmement importants pour notre équipe. C'est d'ailleurs un peu grâce à ce noyau de joueurs-là si l'équipe est en mesure de compétitionner jusqu'à la fin pour penser peut-être terminer deuxième dans notre division, pendant que tous les observateurs nous voyaient là, dans le bas fond.
Patrick, le sujet il revient souvent. Là. Je suis pas mal sûr que tu es tanné d'en parler, mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la Ligue nationale, ton nom revient. Aujourd'hui, c'est le cas avec les Rangers encore. Mais de ce que je comprends, tu te prépares à coacher ton focus est de coacher les Remparts l'an prochain. Exactement. Écoute, de toute façon, je veux dire, premièrement, c'est flatteur. Là. Et merci aux médias de mentionner mon nom, là, puis je suis très flatté de ça. Mais de l'autre côté, je veux dire, tant que je n'ai pas d'appel, je n'ai pas de décision à prendre. Et puis, alors le focus est de me concentrer sur le club, c'est certain. Puis, de toute façon, là, tu me vois comment je suis présentement, à quel point je suis excité par rapport à la saison qui s'en vient. Puis, on a beaucoup de travail à faire. On va avoir... ce qui est le fun, c'est qu'on a des munitions pour travailler. T'sais, on n'est pas comme rendu puis que l'eau est en train de sortir de la bouche. Là, on a de l'espace, on a de l'espace pour manœuvrer puis d'aller chercher le peu de joueurs qui nous manquent pour se greffer au groupe qu'on a actuellement. Est-ce que ça, tu veux le faire avant le début de la saison pour avoir ton groupe avec lequel travailler ou tu n'exclus pas la possibilité de... J'ai pas d'échéancier. Non. Si je suis capable d'aller chercher... On a ciblé, là, tu sais, écoute, là, je pense que ça fait assez longtemps que tu me connais, là, on a déjà ciblé le type de joueur qu'on pense qu'il peut cadrer là, dans le portrait de l'équipe. Puis si au repêchage, on n'est pas capable d'aller les chercher là, on ira à la prochaine pause des transactions. Mais pour le moment, je veux dire, on a ciblé les joueurs. Au repêchage, on va travailler. C'est comme moi, hein? Les choix repêchage ont une valeur inestimable. Merci, Steph. À un seul moment, c'est au repêchage. C'est la journée que les choix ont le plus de valeur, c'est au repêchage. Puis, c'est sûr qu'on va les utiliser pour essayer d'améliorer l'équipe de façon intéressante. Est-ce que les joueurs américains qui sont dans le plan, parce que ça a été difficile les dernières années, c'est toujours un problème dans la Ligue, ces joueurs-là, vous en avez sur vos listes. Est-ce qu'il y en a qui sont dans les plans ou pas vraiment? Non, il n'y en a aucun qui sont dans les plans. De toute façon, le territoire qu'on a, là, c'est un territoire qui est très complexe, très difficile. Ça, c'est... faut que je fasse attention à comment je parle. Ça appartient à la Ligue canadienne de hockey d'améliorer le territoire de notre ligue avec notre commissaire de la Ligue canadienne ou notre président de la Ligue canadienne. C'est à lui à s'assurer que le territoire américain, pour les 3 ligues, soit équitable et qui permette aux 3 ligues de pouvoir entrer des joueurs. Le succès des équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec de rentrer des joueurs américains est quasiment impossible. Écoute, le territoire américain au niveau des collèges, des universités est tellement fort dans la région de Boston, c'est quasiment impossible de compétitionner avec eux autres. Puis la seule façon de les emmener, c'est de leur offrir des bourses d'études américaines. Puis Dieu sait que c'est très difficile pour les équipes de notre ligue d'offrir ce type de compensation-là. Alors, c'est difficile. Puis éventuellement, il y a quelqu'un qui va falloir qui crie plus haut, plus fort que moi parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on ait que ce soit équitable pour tout le monde au niveau du territoire. Si tu regardes le bassin de joueurs de New York, de Chicago, par rapport, par exemple, Minnesota, la Californie maintenant, c'est à revoir. Puis là-dessus, je suis obligé de te dire qu'on a un petit problème. Mais est-ce que c'est un sujet sur le board de la Ligue canadienne de hockey? Ou ça n'a jamais été abordé? Je ne suis pas sur le board de la Ligue canadienne de hockey, fait que Jean pourrait peut-être mieux répondre que moi à cette question-là. Jacques? Oui. Je t'ai fait une belle passe, buddy. Non, parce que j'allais dire, c'est parce que je voulais répondre à ce que tu disais tantôt. Parce que si on veut les brasser un peu, au prix que ça nous a coûté, nous autres, je ne pense pas qu'il y ait personne qui ait les moyens de les brasser. Oui, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça, mais oui, c'est un sujet qui est défendu par les représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec auprès de Hockey Canada et de la Ligue canadienne. Fait que c'est Alex, mon fils, puis Bobby Smith qui représente la Ligue junior du Québec sur ce board-là. Puis ça fait partie des discussions à tous les fois. Parce que
on est 18 équipes à être touchées par ça. Autant les équipes des Maritimes que les 12 équipes du Québec sont touchées par cette particularité-là. Écoute, on a le bassin le plus petit, puis en plus de ça, on a la plus grosse compétition des universités américaines dans ce secteur-là. Jusqu'à maintenant, il y a des années où on a été capable de les sortir. Puis il y a juste moi et Patrick qui sait comment, mais ces moyens-là, aujourd'hui, la Ligue ne nous le permet plus. Fait qu'on ne peut pas utiliser les mêmes ressources qu'on avait dans le passé. Donc, c'est pas demain la veille que ça va changer. Là. Quand ça va changer, c'est parce que ça va être une décision de la Ligue canadienne. Puis n'oublie pas que l'Ontario et l'Ouest défendent toujours leur territoire également. Ça fait que ça risque des discussions qui vont être très animées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs? Bon, mais merci tout le monde. Très apprécié. J'en aurais une dernière. Oui. Écoute, Patrick, ça a été tough cette année-ci. Comment ça a été sur toi cette année COVID-là? Ben, écoute, c'est sûr que il y a eu des moments où je me disais, ben voyons donc, c'est quoi qu'on fait là? Mais je te dirais qu'en général, parce que j'étais bien entouré et que j'avais des gens extraordinaires à mon endroit qui acceptaient justement là, la situation, a rendu mon travail beaucoup plus facile. Ça a été, par moments, je suis obligé de te dire que sur le plan mental, j'étais content de pouvoir faire du hockey. Je me considérais chanceux là, de pouvoir être actif et de ne pas être obligé de rester à la maison. Mais c'est sûr que quand j'ai été obligé de faire des 2 quarantaines, j'ai trouvé moins drôle. Mais regarde, en général, je n'ai pas à me plaindre parce que les gens l'ont tous vécu, ce que moi j'ai vécu, puis fait que je me considère comme extrêmement chanceux d'avoir pu travailler avec les jeunes, puis d'avoir été extrêmement bien supporté là, par Jacques, puis Martin, puis le groupe de Québécois. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Merci Jacques. À tous encore une fois. Merci, Nicole. Merci. Beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci.